Bonjour à tous. Au cours de cette capsule, nous allons nous intéresser sur la synchronisation cardiaque dans l'insuffisance cardiaque. Quel patient, quel réglage et quel suivi. Et au cours de cette capsule, nous nous sommes intéressés aux dernières recommandations européennes de 2021 sur la resynchronisation cardiaque et les stimulations cardiaques et sur les recommandations de 2021 de l'insuffisance cardiaque. Alors, on retrouve les indications de la resynchronisation cardiaque dans les recommandations de l'insuffisance cardiaque. Et la resynchronisation cardiaque, elle est recommandée en classe 1, voire même classe 2A, en fonction des différentes situations. Sinon, dans les dernières recommandations de 2021 de la stimulation cardiaque, on a essayé de subdiviser la resynchronisation cardiaque, les indications de la resynchronisation cardiaque sur 4 chapitres. Les indications chez les patients en rythme sinusal, chez les patients en fibrillation atriale, en cas d'upgrading, c'est-à-dire un patient déjà porteur de pacemaker ou de défibrillateur, et chez les patients en insuffisance cardiaque avec un bloc auriculo-ventriculaire. Plusieurs études ont été effectuées dans le domaine de la resynchronisation cardiaque avec plusieurs critères d'inclusion, essentiellement la fraction d'éjection qui est abaissée au-dessous de 35 voire même 40%, et avec des différentes largeurs de QRS et des différentes symptomatologies. Le rythme, il était différent, qu'il s'agit d'un rythme sinusal ou de fibrillation atriale. On va tout d'abord commencer par les indications de la resynchronisation cardiaque chez les patients en rythme sinusal. Et les indications, elles vont reposer essentiellement sur 3 paramètres, sur la fraction d'éjection du ventricule gauche, sur la présence des symptômes, sur la durée des QRS et sur la morphologie des QRS, c'est-à-dire une morphologie à type de bloc de branche ou non bloc de branche gauche. Alors, tout d'abord, l'indication de la resynchronisation cardiaque, elle s'adresse pour les patients qui ont fraction d'éjection au-dessous de 35%, voire même 30% pour l'étude MADIT-CRT et pour les patients qui étaient symptomatiques de stade 2 et NYHA. Mais essentiellement, l'indication, c'est pour les patients qui ont une fraction d'éjection de moins de 35%. Et peu de patients ont été inclus avec des fractions d'éjection entre 35 et 40%, mais à la limite, on peut extrapoler les indications de la resynchronisation cardiaque chez les patients même qui ont une EFE dans l'intervalle entre 35 et 40%. Sinon, pour les patients, c'est recommandé pour les patients symptomatiques d'une dyspnée stade 2, 3 ou 4 de NYHA. Sinon, la resynchronisation cardiaque, elle peut être implantée chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque, quelle que soit la classe NYHA, quand ils ont une indication d'une stimulation classique, quand ils sont en BAV par exemple. Donc là, pour les patients qui ont une fraction d'éjection de moins de 40% et qui ont un bloc auriculo-ventriculaire et qui ont besoin d'être stimulés, la resynchronisation cardiaque est recommandée, et ceci indépendamment de la classe NYHA, et c'est un niveau de recommandation classe E. Pour les patients asymptomatiques, mais avec une indication d'implantation d'un défibrillateur automatique implantable, chez les patients qui ont une durée de QRS au-delà de 130 millisecondes, eh ben, la resynchronisation cardiaque peut être recommandée, et la resynchronisation est recommandée quand les QRS sont au-delà de 150 millisecondes et devraient être considérés si jamais les QRS sont compris entre 130 et 149 millisecondes. Pour les patients asymptomatiques, ou voire même post-symptomatiques, mais qui ont une dysfonction ventriculaire gauche, plusieurs études ont été menées pour évaluer l'effet de la resynchronisation cardiaque, telles que l'étude reverse, l'étude MADI-CRT et l'étude RAFT. Et dans l'étude reverse, c'est une étude qui a inclus des patients post-symptomatiques, qui sont symptomatiques de classe 1, 2 de NYHA, avec des QRS larges au-delà de 120 millisecondes, avec une dysfonction ventriculaire gauche de moins de 40%. Et ce qui a été conclu à l'étude, c'est que la resynchronisation cardiaque faisait mieux que l'absence de resynchronisation cardiaque en termes d'amélioration de fraction d'éjection, en termes d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. De même, donc l'étude à 5 ans, elle a montré une amélioration significative de la fraction d'éjection et un remodelage ventriculaire gauche réverse avec la resynchronisation. Dans l'étude MADI-CRT, pareil, c'est une étude qui a inclus des patients post-symptomatiques avec des QRS très larges au-delà de 150 millisecondes, avec une fraction d'éjection de moins de 25%. Et là, vous remarquez très bien
que les deux courbes divergent dès les 2 premiers mois entre CRTD et entre défibrillateurs isolés. Et donc, la resynchronisation cardiaque, elle faisait mieux qu'un défibrillateur isolé. De même, l'étude RAFT, c'est une étude qui a inclus également des patients qui avaient une dysfonction ventriculaire gauche, une FE de moins de 30%, avec des QRS larges, des patients qui étaient en rythme sinusal ou en fibrillation atriale, et de même, associer une resynchronisation cardiaque à la défibrillation faisait mieux en termes de mortalité. Donc faisait mieux qu'un défibrillateur. Donc, un système de resynchronisation était bénéfique même pour les patients aussi symptomatiques. On va voir maintenant le troisième paramètre qui va conditionner l'implantation de resynchronisation cardiaque, la durée du QRS et surtout la morphologie du QRS. Est-ce que le patient a un aspect de bloc de branche gauche typique ou pas? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la resynchronisation cardiaque n'est pas indiquée chez les patients qui ont des QRS fins et c'est une indication classe 3. Et ceci découle des résultats de l'étude ECO-CRT où on n'a pas objectivé de bénéfice de la resynchronisation cardiaque pour les patients qui avaient des QRS fins et qui étaient en insuffisance cardiaque. Donc, concernant la morphologie et la durée, si jamais le patient il a une morphologie, un type de bloc de branche gauche, la resynchronisation cardiaque est recommandée en classe 1 quand la durée de QRS elle dépasse 150 millisecondes avec une morphologie de bloc de branche gauche avec une fraction d'éjection de moins de 35% malgré un traitement médical optimal afin d'améliorer les symptômes et de réduire la mortalité. Sinon, la resynchronisation cardiaque elle est recommandée en classe 2A si jamais le patient il a cette même morphologie de bloc de branche gauche, mais avec une largeur entre 130 et 149 millisecondes. Si jamais le patient n'a pas de morphologie de bloc de branche, la resynchronisation aussi, elle peut être recommandée en classe 2A si jamais les QRS ils sont très larges au-delà de 150 millisecondes malgré un traitement médical optimal avec une fraction d'éjection de moins de 35%. Et sinon, la resynchronisation, à la limite, peut être considérée, mais c'est un niveau de recommandation moins puissant. C'est en classe 2B chez les patients qui ont une morphologie, qui n'ont pas de morphologie de bloc de branche gauche, mais avec des QRS qui ont une largeur intermédiaire entre 130 et 149 millisecondes. Le deuxième chapitre, c'est les indications de la resynchronisation cardiaque chez les patients en fibrillation atriale permanente. Et là, on va voir donc l'indication de la resynchronisation cardiaque qui est en classe 2A chez les patients qui ont une FE de moins de 35%, mais qui sont symptomatiques de classe au moins classe 3, voire même 4 NYHA, avec une largeur des QRS au-delà de 130 millisecondes, mais à condition d'assurer une stimulation biventriculaire la plus importante possible. Et c'est pour cette raison que souvent l'ablation de la jonction auriculo-ventriculaire peut être indiquée en classe 2A afin d'obtenir un taux de stimulation biventriculaire au-delà de 95%. Sinon, pour les patients qui ont une fibrillation atriale qui n'est pas contrôlée par les médicaments ralentisseurs de fréquence cardiaque et qui sont candidats à l'ablation de la jonction auriculo-ventriculaire, eh ben, la resynchronisation cardiaque, elle est recommandée chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, c'est-à-dire une fraction d'éjection de moins de 40%, et ceci indépendamment de la largeur des QRS, et c'est un niveau de recommandation classe 1. Sinon, la resynchronisation peut être recommandée en classe 2A chez les patients qui ont une FEVG modérément réduite, c'est-à-dire une FE qui est comprise entre 40 et 50%, c'est une classe 2A. Et à la limite, ça peut être recommandé, mais c'est à la limite de la non-recommandation chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, c'est-à-dire au-delà de 50%. Donc, voici l'algorithme qui essaie de résumer un petit peu les indications de l'implantation de la resynchronisation cardiaque chez les patients en fibrillation atriale. Le troisième chapitre, c'est les indications d'upgrading à la resynchronisation cardiaque. Donc, la resynchronisation cardiaque, elle est recommandée en classe 2A pour les patients porteurs soit de stimulateurs cardiaques ou de défibrillateurs qui développent une insuffisance cardiaque symptomatique avec une fraction d'éjection de moins de 35% malgré un traitement médical optimal et qui ont un taux significatif de stimulation cardiaque au-delà de 20%. Le quatrième chapitre, c'est les patients qui sont en insuffisance cardiaque, mais avec un bloc auriculo-ventriculaire. Là, la resynchronisation cardiaque est recommandée en classe 1
indépendamment des symptômes, chez les patients qui ont une fraction d'éjection de moins de 40% avec un bloc auriculo-ventriculaire. Et cette recommandation découle des résultats de l'étude BLOC-HF qui a démontré qu'une stimulation multisite, une resynchronisation cardiaque faisait mieux qu'une stimulation ventriculaire droite chez ces patients qui ont une fraction d'éjection de moins de 40% avec un bloc auriculo-ventriculaire. Il y a d'autres situations où on peut indiquer aussi un système de resynchronisation cardiaque. Chez les patients qui ont une sarcoïdose cardiaque avec une indication de stimulation cardiaque parce qu'ils ont un bloc, parce qu'ils sont en bloc auriculo-ventriculaire, et ben, l'implantation, elle peut être considérée en classe 2A. Et chez les patients qui ont particulièrement une fraction d'éjection de moins de 50%, une implantation d'un CRTD devrait être considérée en classe 2A. Alors, quand est-ce qu'on va implanter un système de défibrillation associé à ce système de resynchronisation cardiaque? Eh bien, chez les patients qui sont déjà candidats à l'implantation d'un défibrillateur automatique implantable, il vaudrait mieux implanter un CRTD et c'est un niveau de recommandation classe 1. Sinon, chez les patients candidats à la resynchronisation cardiaque, implanter un CRTD devrait être considéré, mais après une évaluation de toutes les comorbidités et une décision réfléchie par le heart team. Donc, il y a des facteurs qui vont favoriser plutôt l'implantation d'une simple resynchronisation cardiaque sans défibrillation associée, particulièrement quand il y en a une étiologie non ischémique, quand l'espérance de vie est courte, quand un patient il est multitaré avec plusieurs comorbidités, la présence d'une insuffisance rénale avancée. Donc, tous ces éléments-là vont favoriser plutôt l'implantation d'un CRTP. Par contre, quand il y a plutôt de la fibrose avirale cardiaque, ça va plutôt pousser vers l'implantation d'un défibrillateur triple chambre. Donc, comment implanter un système de resynchronisation cardiaque? Donc, on va implanter classiquement comme un pacemaker double chambre, c'est-à-dire déjà 3 sondes, une sonde atriale au niveau de l'auricule ou au niveau de la paroi latérale. La sonde ventriculaire, on va la placer soit au niveau de l'apex, soit au niveau du septum. Et la sonde ventriculaire gauche, on va la placer donc par voie épicardique, idéalement dans une veine latérale gauche. Donc, voici le rappel anatomique. Donc là, on va essayer de cathétériser le sinus coronaire. Et donc, on sait très bien qu'il y a plusieurs veines qui vont se drainer vers le sinus coronaire, la veine antérolatérale, la veine postérolatérale, la grande veine, la veine antérieure et la cible, notre cible idéalement, c'est la veine latérale. Donc, voici techniquement et schématiquement un exemple d'implantation d'une sonde ventriculaire gauche. Donc, on va essayer de cathétériser le sinus coronaire donc, à travers une gaine. Donc, on va mettre une gaine et on va essayer de cathétériser par une sonde d'exploration, une sonde déflectable, et on va essayer de cathétériser le sinus coronaire. Donc, on va avancer cette gaine donc dans le sinus coronaire et on va utiliser un ballon pour essayer d'opacifier ce sinus coronaire et les différentes veines pour donc choisir notre veine cible. Donc voilà, donc une opacification et donc là c'est en OAG bien sûr, l'incidence en OAG et donc idéalement notre veine cible c'est cette veine latérale. Là, donc on a changé l'incidence et là on a placé notre sonde ventriculaire gauche qui est quadripolaire, comme vous la voyez très bien. Et ça, c'était un défibrillateur. Donc là, vous voyez le coil du ventricule droit. Et donc là, c'est la sonde ventriculaire gauche à travers le sinus coronaire. Et après, bien sûr, on va peler la gaine et la sonde ventriculaire gauche. Donc, elle est implantée ici par voie épicardique via le sinus coronaire. Et donc, voici donc l'incidence de face. Avec notre sonde VG et notre sonde de défibrillation et notre sonde atriale. Donc, plusieurs différentes positions, ça dépendra de l'anatomie du patient. L'idéal, c'est de mettre la sonde VG dans une veine latérale, mais parfois dans une veine latérale ou dans une veine postérolatérale. Mais parfois, l'anatomie, elle n'est pas si évidente que ça. Et idéalement, on va placer la sonde VG dans une position mid-latérale. En tout cas, la position apicale, elle est déconseillée. Donc, quel réglage pour un patient porteur du système de resynchronisation cardiaque? Donc, l'objectif, en tout cas, c'est d'assurer une stimulation biventriculaire avoisinant les 100%. C'est vraiment d'assurer quasi systématiquement une stimulation biventriculaire continue. C'est un niveau de recommandation qui est assez fort, classe 2A.
Et pour pouvoir assurer cette stimulation quasi permanente, la programmation standard, c'est assurer une stimulation biventriculaire simultanée avec un délai auriculoventriculaire très court, aux alentours de 100 à 130 millisecondes, pour assurer cette stimulation biventriculaire permanente et pour pouvoir resynchroniser le ventricule gauche qui est assez en retard par rapport au ventricule droit. Quel suivi pour un patient porteur de resynchronisation cardiaque? Ben, il y a le suivi déjà classique pour tout patient porteur de stimulateur cardiaque. Déjà avant la sortie, il faudrait assurer une surveillance générale, une surveillance locale de la cicatrice, à la recherche d'éventuelles complications, d'hématomes, d'hémorragie, d'infection de l'auge, bien sûr un électrocardiogramme, une radiographie de thorax afin de chercher des complications et d'avoir une position et de confirmer un petit peu la position des différents centres, faire un contrôle télémétrique, donc déterminer les impédances, la détection, les seuils, et assurer une éducation du patient. L'éducation, donc on va donner au patient sa carte de pacemaker, éviter tous les gestes qui risquent de mobiliser les différentes sondes, des différents conseils si jamais il doit avoir une IRM ou il doit consulter et aviser son homologue. Bien sûr, une éducation concernant une consultation en cas de fièvre, en cas d'infection de la cicatrice, et d'avoir une télémétrie au moins tous les 6 mois, le premier mois post-implantation immédiate, et puis tous les 6 mois, donc une consultation de télémétrie. Pour le patient particulièrement resynchronisé, il y a d'autres paramètres de suivi. Bien sûr, ça va se baser, la surveillance, ça va se baser sur la clinique. On doit évaluer la dyspnée, on va rechercher s'il y a eu une amélioration de la dyspnée, une régression d'une classe de NYHA. On va essayer de voir s'il y a des complications également, notamment une stimulation phrénique qui peut amener dans certaines situations et le plus souvent à une réintervention et un repositionnement de la sonde ventriculaire gauche. Donc, une surveillance clinique, une optimisation du traitement médical, et on sait très bien que parfois on est limité pour l'insuffisance cardiaque à prescrire les IEC, ou les ARA2 ou les ARNI ou carrément les bêta-bloquants, parce que généralement des patients qui ont une petite tension, une petite note d'insuffisance rénale, et par le système de resynchronisation cardiaque, en améliorant l'hémodynamique, on peut espérer d'optimiser, et d'ailleurs on arrive très souvent à optimiser le traitement médical et on arrive à augmenter les doses des bêta-bloquants et les doses des CEC. Parmi les paramètres de suivi, il n'y a pas que la clinique également, il y a aussi l'échographie cardiaque où on peut évaluer plusieurs paramètres, le volume télédiastolique du ventricule gauche, le volume télésystolique, la fraction d'éjection, l'insuffisance mitrale et l'évaluation des pressions artérielles pulmonaires systoliques. Donc, il y a plusieurs acteurs dans le suivi d'un patient resynchronisé. Il y a le clinicien, le médecin traitant, il y a le stimuliste, le rythmologue, mais également il y a l'échocardiographiste et donc plusieurs acteurs qui doivent interagir pour le suivi et pour la bonne surveillance du patient. Le problème, c'est qu'il y a carrément 30% de non-répondeurs à la resynchronisation cardiaque, malheureusement. Et ce pourcentage, il varie en fonction de la définition qu'on a choisie pour définir qu'est-ce que ça veut dire un bon répondeur à la resynchronisation cardiaque. Et donc, différents paramètres pour évaluer la réponse à la resynchronisation cardiaque. Les premières études se sont basées essentiellement sur des critères cliniques, sur la qualité de vie, l'évolution de la NYHA, le test de marche de 6 minutes, mais on sait très bien que c'est assez subjectif et ça manque de reproductibilité. Pour les autres études, telles que l'étude MADI-CRT, par exemple, c'est les critères de réponse, de bonne réponse ou de mauvaise réponse, c'est plutôt l'outcome en termes de mortalité cardiovasculaire ou d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Et là, c'est des critères un petit peu plus objectifs que les critères cliniques. Et on s'est basé aussi sur certains critères échocardiographiques dans certaines études, comme MADI-CRT, sur l'évolution, donc l'amélioration de la fraction d'éjection du ventricule gauche, ou bien sur la réduction des volumes télédiastoliques et volumes télésystoliques du ventricule gauche. Et donc, voici dans plusieurs études, dans différentes études, où comment on a défini la réponse. Qu'est-ce que ça veut dire une bonne réponse à la resynchronisation cardiaque? Et donc là, vous voyez très bien qu'il y a plusieurs paramètres, différents paramètres, soit des paramètres échocardiographiques, la FEVG, le volume télésystolique du ventricule gauche, ou bien des outcomes tels que les hospitalisations, la mortalité. Donc, plusieurs mortalités, voilà, donc les critères échocardiographiques. Donc, il y a plusieurs paramètres
sur lesquels différentes études se sont basées pour définir qu'est-ce que ça veut dire un répondeur à la resynchronisation cardiaque. Et donc là, il y a plusieurs paramètres, il y a plusieurs facteurs prédictifs de mauvaise ou de bonne réponse à la resynchronisation cardiaque. Et donc là, avec les différentes études, que ce soit Compagnon, Karachev, Reverse, l'étude MADI-CRT ou l'étude RAFT, eh ben, ils sont concordants toutes ces études pour dire que plus on a des QRS larges, plus le patient sera un bon répondeur. Donc voilà, c'est un facteur de bonne réponse, la largeur des QRS. Mais il n'y a pas que la largeur également. Dans l'étude MADI-CRT, elle a souligné sur l'importance de la morphologie du bloc de branche comme facteur de bonne réponse. Et donc là, regardez, donc pour les patients qui ont un bloc de branche gauche, la resynchronisation cardiaque faisait nettement mieux qu'un défibrillateur isolé, alors qu'une morphologie de non-bloc de branche, on ne trouvait pas de différence significative. Donc, il n'y a pas que la largeur du QRS, mais il y a également la morphologie du QRS large, qui était un facteur très important de bonne ou de mauvaise réponse. Dans l'étude MADI-CRT, donc, tous ces facteurs de bonne réponse, donc l'étude MADI-CRT a essayé de trouver, en fait, de chercher quels sont les facteurs de bonne réponse à la resynchronisation cardiaque. Et cette étude a conclu, en fait, à plusieurs facteurs de bonne réponse. C'est le genre féminin, quand l'étiologie n'était pas ischémique, quand les QRS ils étaient très très larges au-delà de 150 millisecondes, quand il y avait une morphologie de bloc de branche gauche, les patients qui avaient des antécédents d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, les patients qui avaient un volume télédiastolique au-delà de 125 millilitres par mètre carré et les patients qui avaient un volume de l'oreillette gauche moins de 40 millilitres par mètre carré. Donc, il y a plusieurs aussi paramètres d'implantation qui peuvent entrer en jeu, donc qui peuvent être considérés comme des facteurs de mauvaise ou des facteurs de bonne réponse à la resynchronisation cardiaque. Et donc là, regardez dans l'étude reverse, une position non latérale, eh ben, elle était associée à une mauvaise réponse. Et donc, on privilégiait mieux donc, la position latérale, ce qui était un facteur de bonne réponse. Et donc, il y avait moins de mortalité et de moins d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque quand on plaçait la sonde ventriculaire gauche en position latérale. Position non apicale versus apicale, et ben de même, quand on implante la sonde ventriculaire gauche en position apicale, et ben c'était un facteur prédictif de mauvaise réponse. Donc, idéalement, on implante en position latérale et en position plutôt non apicale. Et donc, voici grosso modo tous les facteurs qui peuvent influencer la réponse à la resynchronisation cardiaque et les patients qui seraient de bons répondeurs avec une forte probabilité de bonne réponse à la resynchronisation cardiaque, ce seront les patients qui ont les QRS les plus larges, qui ont les morphologies de blocs de branche, le genre féminin et les patients qui ont une étiologie plutôt non ischémique. Et là, vous savez très bien que les patients qui ont des QRS fins, eh ben, ce seront les patients qui ne sont pas de bons répondeurs à la resynchronisation cardiaque. Et voici une approche qui a été proposée selon la probabilité de la réponse à la resynchronisation cardiaque. Pour les patients qui ont une haute probabilité de bonne réponse à la resynchronisation cardiaque, eh ben, on va implanter un système de resynchronisation cardiaque standard et avec une programmation standard et un suivi classique. Mais par contre, pour les patients qui ont une faible probabilité de bonne réponse à la resynchronisation cardiaque, eh ben, ces patients-là, on doit considérer certaines données, certaines imageries, probablement une IRM avant l'implantation. Pendant l'implantation, on va privilégier certains outils, pourquoi pas une simulation multipoint, la sonde VG quand elle est quadripolaire, et donc optimiser certains paramètres de programmation et bien sûr en post-implantation d'optimiser cette programmation avec l'échographie cardiaque et probablement une optimisation des délais auriculo-ventriculaires et des délais interventriculaires. Donc, comment prévenir la non-réponse à la resynchronisation cardiaque? Tout d'abord, il faut bien sélectionner les patients avant l'implantation. Donc, il faut connaître bien les indications de la resynchronisation cardiaque. Faire une implantation optimale, c'est-à-dire positionner la sonde ventriculaire gauche en position non apicale et en position latérale gauche. Idéalement, choisir, bien sûr, actuellement, on est en train d'implanter que les sondes quadripolaires et d'assurer une programmation correcte. Mais malheureusement, parfois, ce n'est pas
aussi évident et parfois on est heurté à une mauvaise réponse à la resynchronisation cardiaque. En cas de faible probabilité à la d'une bonne réponse à la resynchronisation cardiaque, il faut savoir qu'il y a parfois des approches alternatives, le multi-point pacing et des nouvelles technologies pour optimiser la réponse à la resynchronisation cardiaque. Donc, schématiquement, voilà. Donc, c'est un suivi clinique, un suivi, bien sûr, par une télémétrie, un suivi échocardiographique, donc pour assurer un suivi optimal d'un patient resynchronisé. Donc, pour conclure, actuellement, il y a une évidence forte de l'efficacité de la resynchronisation cardiaque en classe 1, classe 2, c'est-à-dire pour les patients même post-symptomatiques qui ont une fraction d'éjection de moins de 35%. L'efficacité, elle est en fonction de la largeur du QRS. En tout cas, les études étaient négatives quand les QRS étaient fins. Particulièrement les patients qui ont un QRS large et une morphologie de bloc de branche gauche tirer le plus grand bénéfice de la resynchronisation cardiaque. La position de la sonde ventriculaire gauche, idéalement en position latérale gauche et en position non apicale. Il y a aussi la notion de super répandeur, particulièrement pour les patients qui ont une étiologie non ischémique, qui ont une QRS très large avec une morphologie de bloc de branche gauche. Bien sûr, pour les patients chez qui on a une faible probabilité de réponse à la resynchronisation cardiaque, il y a toujours de nouveaux outils pour améliorer la resynchronisation, la réponse à la resynchronisation cardiaque. Et je vous remercie pour votre attention. Voilà, merci, au revoir.